Bonjour à toutes et à tous. Donc, écoutez, merci d'être venu sur ce live. Donc, je me présente, Christian Gagnère, je suis le directeur médical et scientifique de la société LPG. Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce live qui a été réalisé en collaboration avec la FFMKR, qui est représentée par son président, Monsieur Sébastien Guérard, Kiné France Prévention, représentée par son président, Monsieur Pascal Desbois, et enfin, la société Human Femme, qui, elle, est représentée par son fondateur et CEO, Monsieur Jean-Bernard Fabre. Merci à vous quatre d'être avec nous. Pardon. Nous allons échanger pendant 1 heure sur un sujet d'actualité qui, vous, kinésithérapeutes, connaissez parfaitement. C'est le mal de dos. Alors, pourquoi en parler maintenant? Tout simplement car avec l'avènement du télétravail, cette pathologie est en train d'exploser. Et pour exemple, une étude faite en post-confinement, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, a démontré que sur 3200 personnes qui ont travaillé en télétravail pendant ce confinement, environ 10% ont développé une lombalgie alors qu'ils n'avaient aucun symptôme auparavant. Voilà. Donc pour démarrer, je vais laisser la parole à nos experts et en premier lieu à Monsieur Sébastien Guérard, qui est le président de la FFMKR. Alors Sébastien, j'ai juste une question en introduction. Comment va la kinésithérapie avec malheureusement tous ces problèmes sanitaires, le Covid, les confinements, et la situation actuelle est-elle identique au premier confinement du mois de mars? Bonjour à tous, merci Christian. Donc, pour répondre à la question, non, la situation et heureusement, elle est radicalement différente par rapport au premier confinement, puisque lors de la première vague, l'ensemble des cabinets avaient été, pour ainsi dire, fermés. Aujourd'hui, ils sont tous ouverts. Les professionnels sont équipés pour se protéger et pour protéger leurs patients et disposent des outils numériques, notamment pour le télésoin, puisque nous aussi, on s'est mis au télétravail. La consigne aujourd'hui est de maintenir au maximum le niveau de soins, d'encourager tous les patients à poursuivre leur traitement, notamment les plus fragiles et ceux qui souffrent de pathologies chroniques. Donc la première vague a quand même beaucoup appris à nos tutelles. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à échanger avec eux. Alors ça va vous surprendre, mais ils ont appris en fait que la rééducation pouvait servir à quelque chose. Ça aura servi au moins à ça. C'est pourtant pas faute de les avoir alertés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, la FFMKR avait diligenté une grande enquête sur les conséquences de la fermeture des EHPAD, puisque les libéraux et notamment les kinésithérapeutes ne pouvaient pas accéder à leurs patients. Et pour mémoire, les conséquences désastreuses de l'isolement avaient démontré que ces patients au sein des EHPAD avaient vu leur périmètre de marche moyen s'effondrer complètement, puisque il avait diminué de près de 75% chez la plupart de ces résidents. Le nombre de patients qui avaient besoin d'une aide pour marcher avait été multiplié par 2. 25% des patients les plus fragiles ne marchaient plus du tout et le nombre de patients capables de se lever seuls d'une chaise avait diminué de près de 60%, entraînant pour la plupart de ces résidents des conséquences complètement irréversibles. Désormais, les kinésithérapeutes sont censés pouvoir accéder aux EHPAD. Alors, on sait que sur le terrain, il y a encore quelques lacunes, quelques difficultés avec des directeurs d'EHPAD qui ne jouent pas correctement le jeu. À ce sujet, la FFMKR met en place une plateforme de signalement à disposition sur son site www.fmkr.org et vous pouvez nous faire part de ces difficultés et nous emparons du dossier que nous traitons en direct avec l'EHPAD dans un premier temps et avec le ministère si toutefois ça coince. Depuis cette première vague, tout a été mis en place pour que les kinésithérapeutes puissent s'impliquer totalement dans la surveillance des patients Covid. Cette semaine encore, un acte a été créé en ce sens pour que l'on puisse surveiller les patients sous oxygénothérapie à domicile. Création d'un acte qui est coté à MK 10.6, bien entendu, plus l'indemnité forfaitaire de déplacement. Et tout ça dans le but de lutter contre la montée de la pression dans les hôpitaux. On a aussi obtenu la possibilité de réaliser des prélèvements, notamment pour le PCR, avec des actes là aussi qui ont été créés. Alors à l'époque, la profession n'a pas trop bien compris pourquoi nous nous mettions à faire des prélèvements. C'est vrai que c'était pas forcément notre cœur de métier. Je pense que c'est vraiment une mission de santé publique. On doit s'impliquer pleinement contre la lutte contre la Covid. C'est en ce sens que ça a été fait. Ce qui n'a peut-être pas bien été assimilé, c'est le décalage en fait entre le moment où on a revendiqué cette possibilité, puisqu'on l'avait revendiqué en mars-avril, tout début de la crise, et que les textes réglementaires nous ont permis d'accéder à ces méthodes de prélèvement finalement qu'au mois d'octobre, à un moment où la carence n'était plus tant le nombre de préleveurs, mais plutôt le manque de réactifs. Aujourd'hui, tout est en train de se stabiliser. Et on sait que dans les semaines qui viennent, en théorie, on va faire appel de plus en plus à nous pour ce genre de prélèvement, toujours pour la stratégie de dépistage massif qu'a mis en place le gouvernement, et ce sera à nous de nous en emparer.
Ok, et au niveau de la FFMKR, comment vous vous êtes adapté à la situation? Alors ça a été extrêmement compliqué puisque il a fallu restructurer toutes les équipes et apprendre à travailler différemment et notamment en télétravail et de loin. On a fait en sorte de notre côté d'être le plus actif, le plus réactif et le plus proactif possible. À l'époque, l'idée qu'on a eue, c'est d'immédiatement créer une page Facebook, la page hashtag ma vie de kiné, qui aujourd'hui contient plus de 18 000 followers et qui nous a permis en fait de délivrer un maximum d'informations à toute la profession pour essayer d'être le plus réactif et répondre le plus aux besoins des kinésithérapeutes qui se sont retrouvés effectivement un peu isolés et puis un peu le bec dans l'eau sans forcément trop savoir comment gérer la situation. Et puis on a effectivement tâcher de mettre en place une cotisation adaptée aussi pour fédérer un maximum de kinésithérapeutes, ce qui a plutôt bien marché. Et on vous en remercie d'ailleurs, puisque plus nous sommes nombreux et plus nous pouvons peser sur les discussions et les négociations. Et on voit que l'augmentation significative d'adhérents qu'on a pu avoir au cours de ces derniers mois nous permet finalement d'être de plus en plus entendus. Et ça tombe plutôt bien puisque nos négociations conventionnelles se sont ouvertes cette semaine. Alors effectivement, exclusivement bordées au cadre du télésoin. C'est pas forcément ce qu'on attendait, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir plus grand audimat. Et puis ce télétravail donc que nous avons développé et puis poussé jusque lors de nos dernières assises, puisque les 19e assises nationales de la kinésithérapie qui se sont tenues le 23 et 24 octobre 2020, pour la première fois, ont été organisées en visioconférence. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais ça nous a malgré tout permis de réunir plus de 150 confrères qui ont été connectés pour venir définir avec nous la feuille de route de la profession pour les 10 ans à venir. Ces 2 jours avaient pour nous l'ambition de proposer les axes d'amélioration concernant le parcours de soins des patients, l'optimisation de la coordination interprofessionnelle, l'accès aux soins de kinésithérapie ainsi qu'à l'évolution de nos conditions d'exercice. Le constat qu'on a fait à l'époque, c'est que l'ensemble des axes majeurs développés font parfaitement sens avec la crise que nous traversons et nous permet de fixer un cadre intéressant aux négociations conventionnelles, notamment en matière de démographie, où nous souhaitons revenir sur les curseurs qui ont été définis de façon totalement arbitraire par l'assurance maladie. De même, il nous semble indispensable de lever les freins au déploiement des protocoles de coopération, notamment dans le cadre de la prise en charge en première intention par le kinésithérapeute. Et puis fluidifier les parcours des patients pour désencombrer un maximum les services d'urgence et de réaliser des économies. Et ce qu'on propose, c'est de réinvestir ces économies pour réévaluer la valeur des lettres clés des indemnités de déplacement qui, aujourd'hui, sont insuffisantes pour nos confrères, notamment au regard des efforts consentis dans le cadre de l'adaptation de nos pratiques lors de cette crise sanitaire, ou le besoin exponentiel de prise en charge à domicile lié au maintien de des patients à l'autonomie fragile et au virage ambulatoire. 2 autres axes de réflexion importants ont été soulevés, qui sont ceux de la prévention de la perte d'autonomie, encore une fois, puisqu'on pense qu'il y a sens à repérer les plus fragiles le plus précocement possible. Et puis, le deuxième point, la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et c'est un petit peu le cœur du sujet aujourd'hui, puisque nous avons finalement une nouvelle catégorie de patients. Alors, on les connaissait déjà, on connaissait tous les TMS liés au travail, au bureau, mais c'est vrai que la démocratisation soudaine du télétravail a fait complètement exploser les compteurs, avec des problématiques qui étaient déjà connues, mais qui sont totalement exacerbées, notamment celle du mobilier inadapté, l'ambiance sonore, lumineuse, et puis désormais, on a les mômes qui courent dans l'appart pendant la réunion de direction, ce qui engendre du stress, des difficultés de concentration, et c'est ce qui fait sens pour nous à participer aujourd'hui à ces travaux avec vous et nos experts, puisque nous pensons effectivement que les kinés se trouvent aujourd'hui dans les cabinets avec cette nouvelle patientèle qu'il va falloir traiter et prendre en charge. Ok, écoute, merci Sébastien pour toutes ces informations qui sont quand même super et hyper importantes pour la profession, surtout dans cette période difficile. Donc, merci beaucoup. Donc, en effet, comme tu le disais, justement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et pour ça, je vais laisser la parole à monsieur Jean-Bernard Fabre qui va vous parler du problème de la sédentarité et du mal du dos. Jean-Bernard, tu es fondateur de Human Fab. Est-ce que tu peux, en 2 minutes, pas plus, s'il te plaît, nous présenter ce que tu fais? Qui tu es d'abord et ce que tu fais? Tu me connais bien, donc tu précises bien les 2 minutes. Merci Christian pour l'introduction. Merci à tous d'être connectés.
Donc, je vais essayer d'être rapide. HumanFab, c'est un centre de recherche totalement privé qui compte 2 antennes, une à Paris, une à Aix-en-Provence, et qui a pour concept en fait de mettre de la mesure sur l'homme en dynamique. Donc, on est vraiment spécialisé dans le diagnostic sur l'homme. Et ce savoir-faire, en fait, on le met à disposition d'experts. Donc, on est une cinquantaine de personnes dans la structure. Il y a des kinés, des médecins, des préparateurs physiques, des chercheurs, des ingénieurs. Bref, donc tout ce petit monde utilise le laboratoire de recherche à l'intérieur duquel je me trouve. Alors, on ne peut pas tout voir, mais on a 3 grands champs, la physiologie, la biomécanique et les neurosciences. Et grâce à ce savoir-faire et ce laboratoire d'analyse du mouvement humain, on propose des services soit pour le sportif, soit pour des personnes qui ont des problèmes de santé, soit pour des industriels qui veulent tester les effets de leur technologie sur l'homme. Ok. Alors, pour rentrer dans le sujet, on parle beaucoup de sédentarité. Il y a pas mal de travaux qui démontrent les effets délétères de la sédentarité sur la santé. Alors, en réalité, s'il te plaît, qu'en est-il? Oui, alors c'est effectivement, hop, je vais voir si ça marche bien quand je vais changer de slide. Clac. Parfait. Oui, effectivement, on est dans une problématique qui est sanitaire globale, hein, puisque en fait, il y a une maxime qui vient de sortir, qui date de 2019 d'ailleurs, à la suite d'un congrès qui a été, oups, je vais me remettre dans le champ, pardon, qui a été porté par l'American Journal of Public Health, donc en 2018-2019, qui rapporte que Sitting is the new smoke. Donc, en fait, ils sont partis du postulat de dire qu'on passe de plus en plus de temps assis, notamment à cause des conditions de travail, et que du coup, ça a pour effet d'augmenter les risques de diabète, que ce soit de type 1, mais surtout de type 2, de cancer et de mortalité, et ce, autour de entre 10 et 20% selon les pathologies. Donc, on voit bien que la sédentarité a un rôle extrêmement important à jouer sur la santé au sens global. Ensuite, tout à l'heure, Sébastien l'a très bien expliqué, avec cette problématique sanitaire mondiale et l'émergence du télétravail, eh bien, on a de plus en plus de douleurs du rachis qui sont aiguës et qui peuvent devenir chroniques, pour les raisons qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est en lien aussi avec une étude récente qui rapporte que, avec l'émergence du télétravail, à l'origine, quand on est au bureau, on peut passer 2 heures et demie assis sans faire de mouvement, c'est-à-dire rester à son poste de travail et travailler, pour les gens en tout cas qui sont sédentaires au travail, derrière un poste. Et quand on passe en télétravail, on peut passer plus de 3 heures et demie sans s'arrêter. On a moins la notion du temps, on a moins d'interaction avec des collègues, donc on peut rester à son poste et sans bouger. C'est aussi à rapporter avec une notion globale qui est la suivante, c'est que en moyenne, quand on se déplace sur son lieu de travail, on peut passer 6 heures et demie assis en moyenne dans la journée. Et avec l'émergence du télétravail, on dépasse les 8 heures. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué et qui a des effets délétères sur la santé, comme rapporté. Donc, malgré tout, il existe des solutions, hein. D'accord. Ok, alors, je suppose que tu vas aborder ce sujet-là, mais enfin, qu'est-ce que l'ergonomie? C'est quoi l'ergonomie? Alors effectivement, c'est une des solutions. Alors l'ergonomie, c'est une science déjà, parce qu'on en parle un petit peu à toutes les sauces, parce qu'il y a différents types d'ergonomie. J'y reviendrai tout à l'heure, mais d'abord, c'est l'étude scientifique des conditions de travail et des relations entre l'humain et la machine. On appelle ça maintenant, dans le langage des sciences, le human factor, le facteur humain. Et puis, c'est aussi l'adaptation d'un environnement de travail. On parlera tout à l'heure du poste de travail, donc outils, matériel, organisation, aux besoins de l'utilisateur. Et vous verrez, je terminerai par cela dans mon diaporama, quelles sont les dernières évolutions de l'ergonomie au sens large. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement scientifique pour aider notamment les entreprises à modifier les postes de travail pour qu'ils soient encore plus adaptés à la problématique dans l'entreprise et limiter les risques de TMS, donc des troubles musculo-squelettiques. Alors ensuite, l'ergonomie donc a des objectifs, hein. Le premier de celui-là, c'est d'abord de comprendre et de définir les contraintes qui sont imposées par les conditions de travail, notamment. C'est de valider des méthodologies et des outils, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ce diaporama. Et puis de proposer des contre-mesures et qu'on va valider scientifiquement, avec des résultats qui sont prouvés scientifiquement. Et puis surtout, il faut cette science qui a été longtemps appliquée, notamment au travail, émerge dans d'autres domaines et beaucoup dans l'informatique, puisqu'il y a une ergonomie aussi dans l'informatique, dans le type
lumière qui est utilisée, dans la taille des boutons, par exemple, dans un tableau de bord automobile, des choses comme ça. Donc l'ergonomie est une science qui commence à prendre beaucoup d'essor et qui a de nombreuses tentacules, on va dire. Elle a aussi évolué dans le temps. Les outils méthodologiques, comme je vous l'ai expliqué, ont évolué dans le temps. Donc, dans les années 80, on était plutôt sur du questionnaire déclaratif. Et puis, petit à petit, on est arrivé avec un croisement entre du questionnaire déclaratif et des cotes anthropométriques qui étaient rapportées dans la littérature scientifique. Et sur cette base-là, on adaptait des postes de travail en fonction, par exemple, de la longueur des segments pour trouver, par exemple, une hauteur de poste qui était adaptée au public le plus nombreux. Et puis, depuis 2010-2020, maintenant, on commence à avoir l'apport des sciences du mouvement humain, avec notamment la physiologie et la biomécanique. Maintenant, quand on fait des études, quand on lit la littérature sur les études en ergonomie, il y a l'apport de la physiologie, c'est-à-dire, par exemple, avec des petits capteurs qui vont nous permettre de voir l'activité électrique musculaire. La biomécanique avec la cinématique. La cinématique, c'est le fait de mettre vous savez, ces petites billes, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors là, on les voit pas dans le labo là parce qu'elles sont cachées. Il faudrait que je tourne la caméra, mais grâce à des capteurs réfléchissants, on est capable de reconstruire le squelette humain et d'étudier en fait les angles en dynamique. Donc ça, c'est la biomécanique. Et puis depuis maintenant quelques années, on a l'apport aussi des neurosciences parce que vous verrez qu'on va faire le lien entre la posture au travail, l'inconfort, la douleur, mais aussi les stratégies cognitives parce que quand on est au travail, il faut être productif et on s'aperçoit que tout ça est lié. Et donc, c'est intéressant d'y apporter les neurosciences pour avoir un arbitrage sur quelle est l'incidence, par exemple, de telle posture ou de tel changement de poste de travail sur la concentration et sur la productivité. Ok. Tu parlais, Jean-Bernard, d'inconfort et de douleur, là, de ce que j'ai capté. C'est la même chose? C'est la même définition? C'est la même chose? Il y a une grosse différence? Alors, ta question elle est intéressante. Alors là-dessus, justement, je suis allé regarder un petit peu dans la littérature parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oups, je suis allé un peu trop vite, pardon. Clac. Voilà, excusez-moi. Déjà, ce qui est important, c'est de savoir que l'inconfort et la douleur, lorsqu'on va recentrer le débat sur le poste de travail, spécialement le télétravail, il y a 3 grandes localisations. Ça va être au niveau du bas du dos, ça va être au niveau des membres inférieurs et au niveau du rachis et des membres supérieurs. Et donc, effectivement, on s'est aperçu, et pour revenir à ta question, est-ce que l'inconfort est synonyme de douleur ou est-ce que la douleur est synonyme d'inconfort? Donc, il y a des travaux assez récents qui ont travaillé sur le sujet. Donc, je vous ai mis une petite iconographie. Et en fait, on s'aperçoit dans les travaux récents, sans vous donner la suite du diaporama, mais que l'inconfort est un excellent messager pour aller prévenir de la douleur qui va survenir. Et là, on est dans une question aiguë, mais il faut savoir que quand les douleurs s'installent, elles peuvent devenir chroniques. Donc, on peut bien voir qu'en fait, il y a 2 grandes hypothèses pour expliquer ça. Pendant longtemps, ça a été débattu. Maintenant, on est de plus en plus sur le fait que l'inconfort est un prédicateur, un annonciateur d'une douleur qui va arriver. Comment ça se matérialise l'inconfort? Ça se matérialise tout d'abord par, donc vous le voyez sur ma petite infographie, des mouvements dans tous les sens. Donc ça, on l'étudie très bien et je vais y revenir dans un article là, que je vais vous exposer pour expliquer cela. Sur un niveau de recrutement musculaire qui est déficient et qui est en tout cas pas une très bonne synergie musculaire. Et ça va créer de l'inconfort. Et à la suite de l'inconfort, dans le temps, plus il va s'installer, plus on va avoir de la douleur. Mais il peut aussi y avoir, selon les schémas, il peut y avoir aussi une douleur qui s'installe de façon aiguë, c'est-à-dire je m'assieds et j'ai mal au dos. Donc il y a deux véritables schémas là-dessus. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une très belle étude qui a été faite par Sundergaard en 2010, donc qui avait pour objectif d'essayer de voir les corrélations qu'il pouvait y avoir entre l'inconfort et la douleur. Et donc là, on se focalise vraiment sur les douleurs lombaires. C'est la première typologie qu'on peut avoir quand on est en télétravail, notamment. Et alors eux, ils ont utilisé des capteurs de force qu'ils ont mis sur des sièges. Ils ont utilisé la cinématique, donc les petites billes que je vous montrais tout à l'heure, qu'on peut placer sur le rachis, et notamment au niveau de L1 et S2. Grâce à ça, ils faisaient une reconstruction d'un angle que vous pouvez voir là sur la petite slide. Et ils corrélaient en fait des mouvements à des répartitions et à des modifications de pression d'assise. D'ailleurs, ce n'était pas des pressions d'assise, c'était plutôt des forces d'assise. Et ils ont rapporté dans ces travaux qu'il y avait une véritable corrélation entre la fréquence des mouvements antério-postérieurs et médio-latéraux et l'inconfort. Et ils se sont aussi aperçus que plus l'inconfort augmentait, plus le niveau de douleur était susceptible d'augmenter. Donc, vous voyez bien que les deux, il y a un vrai lien entre les deux. Ensuite, l'idée, c'est de comprendre d'où vient la douleur.
Alors là, il y a pas mal de travaux qui se sont penchés là-dessus. J'ai trouvé que les travaux de Maury et Cole en 2013 c'était intéressant de vous les présenter. Donc eux, ils ont placé des électrodes EMG. Vous savez, c'est des petits capteurs qu'on peut mettre sur les groupes musculaires. Grosso modo, ils les ont mis sur les érecteurs spinaux, les multifidus, et ils ont étudié en fait quand on avait une position assise longue sur un grand nombre de personnes, quelle était l'incidence de cette position assise, par exemple, sur l'activité neuromusculaire. Et ils se sont aperçus que, en fait, il y avait une diminution de l'activité électrique musculaire, et que cette diminution avait en tout cas, leur hypothèse était de dire, comme les muscles sont moins stimulés, du coup, il y a une compression qui s'installe, et c'est ça qui engendre la douleur. Donc ça, c'est la première hypothèse qui peut expliquer la douleur aiguë, c'est qu'à force de passer du temps assis, en fait, nos muscles, ils sont plus du tout toniques, et comme ils sont plus du tout toniques, eh bien, du coup, ça s'écrase un petit peu, et c'est ça qui crée une douleur au niveau lombaire. Et puis, donc la deuxième hypothèse, là, c'est celle qui est liée à l'inconfort, c'est d'expliquer ce mouvement qui va entraîner de l'inconfort et de la douleur. Et donc là, toujours pareil, grâce à des études EMG, ils se sont aperçus que autre chose qui pouvait s'installer, c'est une augmentation de la syphose qui allait induire, en fait, cette diminution de la tonique des muscles responsables de l'érection du rachis va entraîner une augmentation de la syphose, va augmenter les pressions au niveau du sacrum et du rachis, provoquer un pelvic tilt, ce qui va engendrer en fait une avancée des ischions vers l'avant, et ce qui explique en fait ces mouvements dont je vous parlais tout à l'heure, antéro-postérieur. Et donc ça va induire de la fatigue, forcément. Et du coup, la fatigue va induire de l'inconfort. Et plus il y a d'inconfort, comme on l'a dit tout à l'heure, plus il y a de chances d'avoir de la douleur. Ensuite, je vais vous parler de l'impact de la position assise du télétravail sur les douleurs des membres inférieurs. Donc là aussi, ça a été très étudié, notamment par Chester et collaborateurs en 2002. Donc là, c'est la même chose, c'est qu'en fonction des angles qui vont être formés, notamment au niveau du creux poplité, on va avoir des zones de pression d'assise qui vont être accrues, et ça va créer de l'inconfort et de la douleur. Donc ça a été très très bien étudié, et donc en fait, ça limite notamment le retour veineux. Ce retour veineux crée de l'œdème, et tout ça, ça va activer un certain nombre de capteurs qui vont engendrer de la douleur et de l'inconfort. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on bouge, parce que en fait, comme on a ces problématiques de retour, on a tendance à créer du mouvement. Et puis pour finir, je vais vous parler de l'impact de la position assise en télétravail sur les douleurs cervicales et celles des membres supérieurs, parce qu'on parle beaucoup du rachis, mais il y a aussi le coude et le poignet. Et donc là, des travaux relativement récents ont rapporté que la répétition des actions de la souris, on fait de plus en plus d'actions avec la souris, les angles cervicales non anatomiques et le manque de support des bras augmentent la charge de travail en fait sur toute la partie supérieure. Et ainsi, ça va créer de l'inconfort et de la douleur. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme je vous l'expliquais en introduction, alors on a parlé des différentes zones de douleur et de l'inconfort que ça peut induire, ou en tout cas l'inconfort va induire de la douleur, ou un messager plutôt de la douleur. Il faut aussi se dire qu'on est dans le cadre du travail, et que quand on fait du travail, le but c'est d'être le plus efficace possible, et on s'aperçoit que, comme je vous l'expliquais au tout début et comme Sébastien l'a bien rapporté, il y a une diminution de l'activité spontanée quand on fait du télétravail. Du coup, il y a une diminution de la dépense énergétique globale. Il y a une diminution de la perfusion et de l'oxygénation cérébrale. Alors ça, nous, par exemple, dans le laboratoire, on l'a mesuré grâce à des petits capteurs qu'on met pour mesurer l'oxygénation cérébrale au niveau du cortex préfrontal. Et donc ça, on sait que ça induit à terme, et notamment Falk l'a bien rapporté en 2017, une fatigue chronique et une diminution des performances cognitives. Donc vous imaginez bien que quand on est en condition de travail, que le but c'est de boucler le plus rapidement possible certains documents pour avoir un peu plus de temps pour faire autre chose, en fait, c'est un cercle vicieux qui s'installe, puisque comme on est moins efficace, on travaille plus, on reste plus de temps assis et on a plus de fatigue cognitive, donc on est moins performant. Donc, je voulais préciser un peu ce que sont les performances cognitives, parce qu'on en parle beaucoup de ci, de là, et ça, c'est l'apport des neurosciences, de mieux comprendre ce que c'est que la performance cognitive. Et donc, je vous ai mis quelques exemples, notamment au travers des travaux de Falk, où on s'aperçoit qu'il peut y avoir une diminution de la vitesse de réflexion. Alors ça, c'est étudié grâce à des petits tests neurocognitifs ou cognitifs tout court, où on a un certain nombre d'items à parcourir, où on a des chemins, par exemple, à faire avec le bout du doigt sur une tablette, avec différents points par lesquels il faut passer. Il faut le faire le plus vite possible sans repasser 2 fois par le même endroit. Donc, ça diminue la vitesse de réflexion. Ça réduit aussi le champ attentionnel.
Donc du coup, en fait, on est très concentré sur des petites choses qui ont assez peu d'importance au final. Et puis on a l'esprit qui a plus tendance à vadrouiller à droite et à gauche. Et puis aussi, au final, on a plus de fatigue, donc moins d'énergie. Et tout ça, ça pose un problème. Ouais, finalement, Jean-Bernard, c'est quand même drôlement fatigant le télétravail, en termes cognitifs, en termes physiques. Alors, quelles sont tes recommandations, toi? Ouais, ben, l'avantage, c'est qu'il y a quand même des solutions, hein, et bien heureusement d'ailleurs. Je dirais qu'elles sont de deux grands ordres. La première, c'est du préventif. Donc, la préventif, et alors ça, tout à l'heure, on l'abordera dans la présentation qui suit. Il y a ce qu'on appelle l'alternance fonctionnelle. Donc, c'est de greffer des exercices au lieu de rester 2 heures et demie assis. Il y a des travaux qui montrent que dès qu'on dépasse 35 à 45 minutes d'assise, on commence à avoir de l'inconfort, des douleurs, etc. Donc, c'est peut-être pas mal de se lever, de faire un peu des mouvements, etc. Mais encore une fois, tout à l'heure, ça sera abordé en détail. Il y a aussi une autre solution, c'est de trouver une nouvelle ergonomie à son poste de travail qui est adaptée à votre taille, à votre morphologie. Ça, c'est assez nouveau. Avant, c'était que sur des cotes de longueur de fémur et de taille de bras. Maintenant, on prend en compte la morphologie. Et puis, il y a aussi des outils ergonomiques qui sont sortis et qui permettent de faciliter, notamment sur les membres supérieurs, la réduction des contraintes qui peuvent être imposées au niveau musculaire, mais aussi au niveau ostéo-articulaire. Donc là, on est vraiment dans du préventif. Puis après, il y a le curatif. Et là, le rôle du kiné est extrêmement important, puisque il dispose de son meilleur outil, qui est sa main. Le massage marche très très bien. Il y a beaucoup de travaux qui ont rapporté ça, notamment quand on commence à avoir des cervicalgies ou des problèmes, vous savez, avec des fourmis dans les mains. C'est extrêmement important de faire confiance à son masseur kinésithérapeute. Ensuite, il y a du travail sur ballon avec les écoles du dos. Le ballon est très intéressant et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a des outils. Alors, vous pouvez, hop, je vais me décaler un peu, clac, vous pouvez en voir un sur le côté, notamment le Uber qui est au fond de notre laboratoire. Il y a ce genre d'outil qui permet, on a parlé tout à l'heure de cette espèce de diminution de la tonicité musculaire. Donc, l'intérêt de ce type d'outil permet de faire, le Uber notamment, permet de faire du travail de renforcement en position debout et de retrouver une tonique, une balance posturale qui permet de limiter la survenue des problèmes de dos. Mais ça, je vais le détailler un petit peu plus tard. Donc, comme je vous l'ai expliqué, voilà, il y a de plus en plus, on a des exemples d'alternance fonctionnelle, mais ça sera détaillé tout à l'heure. On peut avoir des outils ergonomiques et évidemment, ça a une certaine efficacité. Alors, il y a certains travaux qui ont montré l'efficacité. Alors, ce qui est rapporté dans la littérature, c'est que si on modifie par exemple qu'un seul outil, notamment la souris, ça a peu d'incidence. En revanche, quand on cumule une souris plus un support pour les membres supérieurs, notamment, vous savez, pour poser ses coudes, ça diminue le travail musculaire au niveau des muscles des membres supérieurs et du coup, ça a tendance à réduire le risque de tendinite. Et puis ensuite, dans les moyens de soins, je vous en ai parlé un petit peu. Le ballon est un extrêmement bon moyen parce qu'il permet de retrouver non seulement de la mobilité sur le rachis lombaire, mais aussi de tonifier, parce qu'on sait que quand on travaille sur surface instable, il y a une augmentation du travail musculaire. On redonne de l'intelligence, notamment aux paravertébraux, le massage, bien sûr. Et puis, j'insiste encore sur le Uber parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez nous, qui a plusieurs intérêts. Un, il permet de faire du renforcement musculaire avec des transferts de force entre le bas du corps et le haut du corps. Donc ça, c'est la garantie de pouvoir aller stimuler ces muscles en profondeur. Et puis, il permet aussi de faire des étirements. Grâce au biofeedback, ça permet de faire du travail neurocognitif et donc d'apprendre à retrouver une sensation neuromusculaire pour arriver à trouver la bonne posture, aller recruter les bons muscles. Donc, c'est un outil qui est extrêmement utile et les kinés s'en servent beaucoup, notamment quand il y a des troubles posturaux. Enfin, je le recommande en tout cas. Voilà. Et puis pour finir, je voulais aborder, alors ça c'était un petit peu la petite cerise sur le gâteau, je voulais vous montrer ce qu'on est capable de faire là, c'est vraiment le nec plus ultra dans l'ergonomie du poste de travail. Donc là, c'est des travaux qui ont été menés avec un de mes clients dans le domaine de l'aéronautique, où maintenant on est capable carrément d'aller en situation, dans des conditions assez compliquées, vous voyez, à différentes positions, grâce à des outils qui permettent de faire de la modélisation 3D. Donc ça, c'est les images que vous avez en dessous qui sont en direct et couplé à de l'électromyographie, couplé à de la fréquence cardiaque pour avoir des notions de dépense énergétique, on est capable après de pouvoir proposer à nos clients et notamment, bon, on n'est pas les seuls à le faire, hein, il y en a d'autres qui savent le faire, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une approche qui est complètement transversale, avec multi-champs, donc la biomécanique, les neuros et la physio, on est capable d'avoir une bonne approche sur la charge de travail. Comment limiter cette charge de travail pour limiter
la survenue de TMS. Et surtout maintenant, c'est aussi la force de l'informatique, c'est qu'on est capable de créer. Donc, par exemple, on a créé une application qui permet de renseigner, notamment dans les managers, pour arriver à réguler le niveau d'effort de chacune des personnes en direct en fonction de biofeedback pour éviter qu'il y ait de la survenue de blessures. Donc, ça donne des choses comme ça où on a par exemple un temps passé dans certains angles articulaires avec un certain niveau de contraction musculaire. Et grâce à ça, en fait, on est capable de savoir quelle est la charge articulaire qui est imposée au niveau de l'articulation et donc de réduire les risques de TMS. Donc, ça, c'est vraiment les dernières choses. C'est les derniers projets très innovants sur lesquels on a travaillé là en 2020 et qui aboutissent en fait à des produits qui sont extrêmement préventifs et utiles pour les entreprises qui seront mis sur le marché à partir de 2021. Super, super intéressant. Jean-Bernard, bon, je te connais bien, juste un petit peu pour le fun, parce que bon, on voit qu'il y a des tas d'appareils et c'est qu'une petite partie. Alors, c'est gentil de t'être mis devant le Uber, c'est sympa de ta part. Je sais qu'il y a des tas tu utilises de tas de technologies, mais je sais que tu prépares de grands sportifs, tu t'occupes beaucoup des sportifs aussi. Juste pour un peu pour le fun, entre nous, on n'est pas nombreux, je crois on doit pas être loin de 150, donc on est en famille là. Et tu pourrais nous citer quelques sportifs que tu prépares, de gens un peu connus, c'est sympa ça. Ouais, bon, alors on va dire que ça sort pas du bureau, hein. Non, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir, comme ça, on citait pendant 2 ans, comme on s'occupe de l'équipe de Toyota Motors pour les 24 heures du Mans, donc on a eu la chance d'avoir pendant 2 ans Fernando Alonso. Bon, il y a aussi les Sébastien Buemi. En ce moment, on a comment s'appelle-t-il qui était Brandon Hartley qui vient régulièrement. Donc ça c'est pour le sport auto. On a la chance d'avoir par exemple en moto pareil puisqu'on est sur les sports mécaniques Freddy Forêt qui est double champion du monde, qui a gagné le Bol d'Or, qui a gagné les 24 heures du Mans. Enfin, je vais écorner son palmarès malheureusement. On a eu des rugbyman célèbres, Vincent Clerc que tu connais très bien aussi, qui est venu nous voir régulièrement. On a pas mal collaboré avec l'Olympique de Marseille. Bon, Nicolas Karabatic, Lucas, enfin voilà, on a vraiment beaucoup d'athlètes assez connus qui viennent chez nous, qui nous font l'amitié de passer là. Récemment, on avait l'équipe Arkea Samsic là qui était chez nous pour des études posturales pour les aider pour le prochain Tour de France. Voilà. Ouais. Bon, en tant que Marseillais, la prochaine fois, tu essayes de les préparer un petit peu mieux, les joueurs de l'Olympique de Marseille quand même, parce que c'est pas brillant. Pour le coup, moi, je me sens plutôt bien parce que la dernière année où ils ont été, on a valorisé le fait que physiquement ils étaient très forts, c'est quand ils bossaient avec nous. Donc là, ça fait 3 ans qu'on les a plus trop entre les mains. Donc voilà, c'est un appel peut-être qu'ils ont besoin de nous à nouveau. Écoute. Bon, Jean-Bernard, merci beaucoup, très très bien. Alors, avant de passer la parole à Pascal Desbois, on va vous proposer un petit quiz qui va s'afficher à l'écran. Puis il va falloir que vous répondiez, vous poser la question. Alors, est-il possible d'évaluer objectivement le confort? A, impossible à évaluer, c'est subjectif. B, à l'aide de questionnaires. C, à l'aide de la variabilité de mouvement du centre de pression. Et D, à l'aide des mouvements du centre de pression. Voilà. Le petit quiz devrait s'afficher à l'écran. On va attendre un petit peu. À une époque de la télévision, les speakerines arrivaient à bien meubler. J'ai pas trop le rôle des speakerines là. 5 secondes, on me dit. 4 secondes. 3. C'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi, tu sais. C'est-à-dire? Ah oui. Jérôme Bonaldi, pendant la grande époque, voilà, bonne époque de Canal+. À chaque fois qu'il nous présentait des innovations, ça plantait le jour de la présentation. Non, mais vous avez raison, vous êtes de bons élèves puisque vous prenez le temps de répondre et ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on est entre nous, on n'est pas pressé, tout va bien. Ça va bientôt s'afficher, vos réponses vont bientôt s'afficher.
Alors A, 8%, B, 38%, C, 46%, D, 10%. Alors, je vais laisser à Jean-Bernard le soin de donner la réponse et de Alors, est-ce que féliciter la réponse. Tu peux rappeler juste les réponses A, B, C et D, comme ça après je Oui, bien entendu, excusez-moi, pardon, je fais ça de suite. A, impossible à évaluer, c'est subjectif, donc 8% ont répondu ça. B, à l'aide de questionnaires. Déjà, juste, hop, comme ça je vais répondre à chaque fois en fonction de chacune. Mais non, vous avez bien vu qu'au tout début de mon diaporama, ce n'est pas seulement subjectif, puisqu'au départ, c'était à l'aide de questionnaires. Et puis petit à petit, on a rajouté des méthodologies qui sont de plus en plus objectives, et notamment avec l'apport de la biomécanique. Donc ça ne peut pas être la réponse A déjà. B, à l'aide de questionnaires, 38% ont répondu. Alors, ils ont en partie raison, mais du coup, pas seulement. 46% ont répondu la réponse C, à l'aide de la variabilité de mouvement du centre de pression. Et c'est tout à fait ça. Alors, je ne l'ai pas abordé volontairement dans mon diaporama, puisque je vous ai parlé des forces. Ma langue a fourché à un moment donné, puisque j'ai évoqué les centres de pression. Mais effectivement, en fait, ça évolue de plus en plus avec ce qu'on appelle des nappes de pression. On l'utilise beaucoup, par exemple, on travaille beaucoup dans l'automobile et sur le confort dans l'automobile. Donc, on utilise des nappes de pression qui permettent d'expliquer en fait quelles sont les modifications du centre de pression. Et on s'est aperçu que maintenant, c'est vraiment les derniers travaux 2019-2020 rapportent que c'est pas que le mouvement qui induit de l'inconfort, parce qu'en fait, le mouvement, c'est un paradigme qui est normal. On est obligé de bouger tout le temps pour induire un peu de l'afflux sanguin. En revanche, ce qui est intéressant et qui a une corrélation directe avec l'inconfort et la douleur, c'est la variabilité du mouvement des pressions. Donc, effectivement, la meilleure des réponses, c'était la réponse C. En tout cas, félicitations, parce que c'est la majorité qui a répondu ça. Bravo. Voilà. Jean-Bernard, encore merci. C'était pas facile. Bon, je vais maintenant laisser la parole à Pascal Desbois, qui va vous parler du rôle du kiné en télétravail. Alors, Pascal, merci d'intervenir sur ce live. Voilà, on est très heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux nous présenter, alors vraiment en quelques mots, hein, ce qu'est Kiné France Prévention? Tu es le président de Kiné France Prévention, donc on aimerait en savoir un petit peu plus là-dessus. Eh bien, merci Christian pour cette opportunité. Bonjour à toutes et à tous. Kiné France Prévention, c'est une fédération d'associations départementales ou régionales qui est composée de kinésithérapeutes qui sont spécifiquement formés à la prévention en santé publique et en santé au travail. Donc notre réseau d'intervenants sur le terrain se compte en quelques centaines d'intervenants, tous formés donc dans nos centres de formation. Et ce qui nous permet justement de contractualiser avec des mutuelles nationales, des grandes entreprises, pour développer avec elles des partenariats, des actions de formation qui sont pérennes, dans des programme pluriannuel, et ce qui nous permet effectivement d'avoir du recul sur ces actions de terrain, d'avoir un suivi des salariés, parce qu'on fait aussi des bilans kinés spécifiques, et je pense à ce que vient de dire Jean-Bernard tout à l'heure, on différencie notamment la douleur et la gêne et l'inconfort. Ce sont des informations qu'on utilise et qui sont vraiment importantes. Et le fait de pérenniser ces interventions sur le terrain nous permet de recueillir des données de santé qui sont intéressantes, d'avoir un suivi donc du salarié sur le long terme, et bien sûr d'évaluer nos interventions avec beaucoup de précision et d'objectivité. Et le fait est que les résultats sont très très encourageants et très satisfaisants. Donc j'aimerais commencer avec la. Pardon, j'ai pas entendu. Pardon. Je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Vous êtes combien de membres? Alors, le nombre de membres est fluctuant, mais je préfère pas des intervenants qui vont sur le terrain, qui sont des gens formés et qui sont formés de façon assez homogène, donc ce qui donne du crédit justement à nos interventions. On a environ entre 350 et 400 intervenants en fait, qui couvrent l'intégralité du territoire en métropole et aussi en outre-mer. D'accord, super. Eh bien, écoute, on va t'écouter maintenant. Je pense que tu as quelque chose à nous montrer. Eh bien, j'aimerais en introduction avec la première slide que je te laisse lancer, merci, faire le lien justement avec les définitions de nos missions. Dans notre référentiel professionnel, il est très bien écrit en première intention que le rôle du kinésithérapeute, c'est d'intervenir dans la promotion de la santé, dans la prévention, dans l'éducation, avant même son intervention dans les soins et la rééducation. Donc ça me permet de faire le lien avec la santé au travail, hors les murs des zones de soins.
Quels sont les atouts du kinésithérapeute en santé au travail? D'ailleurs, il faut d'abord rappeler en première intention que 87% des maladies professionnelles sont les troubles musculo-squelettiques qu'on a déjà évoqués et qui sont notre terrain habituel de travail. Et le fait de bien connaître ces pathologies dans tous ces axes est forcément un prérequis intéressant quand on veut développer la prévention de ces troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir aussi que plus de 10% des salariés sont aussi des personnes qui portent des pathologies chroniques et qui vont avoir effectivement besoin d'un accompagnement spécifique. Et là, l'abord du professionnel de santé dans ces domaines est essentiel pour les accompagner, pour faire en sorte qu'ils gèrent leur environnement de travail au mieux et très souvent même pour favoriser leur maintien dans l'emploi. C'est souvent ces enjeux-là qui sont essentiels maintenant. Le kinésithérapeute, c'est un expert du corps, du mouvement, et je dirais même du corps en mouvement. Et on sait qu'au travail, le premier engagé, c'est le corps avant même le cognitif. Toutes les études de différentes disciplines l'ont bien montré. Et nos compétences que l'on met au service des salariés vont permettre justement d'établir, de mieux comprendre le mode d'emploi du corps, de faire en sorte que les salariés s'approprient justement ce qu'évoquait Jean-Bernard tout à l'heure quand il parlait justement de cet inconfort, de tous les messages que nous envoie le corps. Donc si on développe avec eux justement ces qualités perspectives justement de tous ces messages que nous envoie le corps, si on arrive à les interpréter de façon assez fine, on pourra les utiliser pour justement intervenir dans nos comportements en les modifiant, en les adaptant en amont de l'apparition de la douleur. Et donc c'est de cette façon-là qu'on construit effectivement nos interventions, avec en plus un plus important qu'on amène aussi, c'est l'enrichissement des savoir-faire posturo-gestuels que les salariés vont utiliser pour mettre en place des stratégies variées pour faire face à ce qu'on rencontre dans le réel du travail, c'est-à-dire l'imprévu, les aléas, les difficultés. Et cette intelligence du corps, comme on peut la présenter, sera une ressource essentielle pour faire face et s'adapter, et donc prévenir en amont l'apparition des pathologies du travail. Alors, ça me permet de faire le lien, ces aléas, justement, avec le télétravail, puisque, comme on l'a dit, il a été imposé de façon brutale, forcément, sans préparation, et donc il y a un risque de perturbation des habitudes qui est certain. On peut passer à la slide suivante. Donc, le travail prolongé sur écran, on en connaît les facteurs de risque. Hein. La différence avec le télétravail, c'est que ça risque de majorer tous ces risques. Donc, le premier risque, ce sont les douleurs posturales, les douleurs variées, tendineuses, musculaires, et puis aussi les troubles musculo-squelettiques qu'on a évoqués. Je différencie les deux, puisqu'en fait, les TMS sont des pathologies professionnelles. Donc, pour être éligible en maladies professionnelles, il faut répondre au tableau des maladies professionnelles. Donc, par exemple, pour le membre supérieur, c'est le tableau 57, et pour le dos, c'est le tableau 98. Et ces tableaux recouvrent justement tous les secteurs de risque. Et pour y avoir justement recours, pour être admis en tant que pathologie professionnelle, il faut par exemple au niveau du membre supérieur travailler dans certains axes d'élévation du bras à 60 degrés, sans appui. Il y a tout un tas de conditions qui font qu'il est souvent difficile justement d'adhérer justement à cette reconnaissance de pathologie professionnelle. Donc les TMS sont très importantes. Oui, mais à côté de ces TMS, vas-y, à côté de ces TMS, il y a aussi énormément à cause du travail sur écran, d'arrêts de travail de courte durée et qui ont un double impact. Alors, un impact douloureux, bien sûr, pour le salarié qui en est victime et un impact pour l'entreprise que ça a un coût financier extrêmement important. Donc, d'où l'intérêt de trouver des solutions pour arriver à les minorer et à les maîtriser. Donc, le deuxième facteur de risque, c'est tout ce qui concerne la fatigue visuelle, bien sûr, qui est engendrée par cette fixité du regard devant l'écran. Et là, il faudra gérer, bien sûr, l'environnement du poste de travail, notamment le positionnement des écrans, les éclairages pour éviter les reflets, les éblouissements. Et le troisième facteur de risque est commun à beaucoup de métiers, mais qu'on retrouve spécifiquement dans le travail sur écran, parce qu'il y a beaucoup d'exigences dans les tâches, beaucoup de concentration et d'attention. C'est le stress. Et le stress, il survient quand l'environnement psychosocial est mal maîtrisé et il va exprimer effectivement à travers le corps tout un tas de dysfonctionnements.
Alors, pour arriver à maîtriser au mieux ces situations de travail, et notamment dans le télétravail, il faudra pas se focaliser sur un de ces risques plus que sur un autre. Il faudra vraiment avoir un regard, un focus élargi sur ces 3 catégories de facteurs de risque, car ils sont très interdépendants. Hein. Quand on a des douleurs au niveau de notre corps, quelles qu'elles soient, la tension nerveuse, elle augmente. Hein. Et la fatigue visuelle, elle engendre de la fatigue posturale, notamment au niveau cervical. D'ailleurs, il faut savoir que la plupart des problèmes cervico-dorsaux, quand on travaille devant un écran, sont liés à un mauvais contrôle du regard. Et le stress à lui seul, bien sûr, peut provoquer des maux, et notamment des maux de dos. Hein. Le langage populaire l'exprime très bien. Quand je répète à loisir que j'en ai plein le dos, et ben la lombalgie, en règle générale, n'est pas loin, malheureusement. Ouais, le poids des mots. Les mots sont importants, en effet. Voilà, ils ont du sens, et le langage populaire est toujours très, très sage. Exactement. Alors, on peut passer à la... Oui, j'avais juste avant une petite question, excuse-moi, parce que on passe quand même beaucoup de temps devant nos écrans, même si le kiné a une profession très active et très physique, mais il y a quand même, maintenant on est lié à nos ordinateurs, quelle que soit la profession, et on peut difficilement s'en détacher. Et je voudrais savoir, parmi les TMS déclarés, combien sont dus au travail sur écran? Le chiffre moyen est de 4%, en fait. Hein. Il augmente parce que le nombre de travailleurs sur écran augmente. Ouais. C'est 4%, ce qui n'est pas considérable, mais j'insiste encore sur le nombre d'arrêts de travail de courte durée qui sont vraiment extrêmement importants pour les entreprises et problématiques à gérer, parce que outre l'inconfort du salarié, il y a de l'absentéisme, il y a la difficulté à gérer les services, et puis un coût financier, bien sûr, en fait. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Je fais juste une petite aparté, Pascal. Excuse-moi, oui. Pascal, je fais juste une petite aparté à tous les gens qui écoutent. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions par l'intermédiaire du chat. C'est vrai que j'aurais pu vous le dire au début, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut y répondre en live, bien entendu, et on peut y répondre après, puisqu'il y aura questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je t'ai coupé, Pascal, excuse-moi. C'est pas un problème. Donc à la maison, effectivement, toutes les conditions vont être plus aléatoires. Et il va falloir, parce qu'on est quand même dans le contexte professionnel en télétravail, hein, il va falloir organiser sa journée de travail. C'est vraiment l'élément essentiel. La centralité du problème, c'est quand même le travail, en fait. Hein. Donc il va falloir gérer son environnement, parce qu'il va falloir s'installer correctement, qu'on l'a déjà évoqué. À la maison, c'est pas facile, donc il va déjà falloir trouver un endroit approprié pour s'isoler, pour pouvoir se concentrer et être moins soumis au bruit ambiant. Il va falloir faire en sorte que la journée de travail soit vraiment organisée pour se dissocier l'espace privé de l'espace professionnel. Donc, on aura intérêt à reconstruire au mieux la journée que l'on vit au bureau habituellement. C'est-à-dire avec des pauses importantes dans la matinée, dans l'après-midi, et puis une pause méridienne où on va déjeuner pour s'extraire un petit peu du bureau, de la table de travail que l'on aura constituée. Donc cet environnement, si on a la possibilité d'avoir un bureau, c'est l'essentiel, et malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc il faut au moins avoir un espace au calme, avec si possible un apport de lumière extérieure, et puis se méfier dans l'organisation générale de toutes les rallonges et les fils qui traînent au sol qu'on connaît bien et qui sont source d'accidents. Donc cet environnement de travail, il va aussi passer bien sûr par l'organisation quantitative du temps et des pauses. Et il y a un des risques évidents qu'on entend bien quand on échange avec les gens qui font du télétravail, c'est le risque d'hyperconnexion, où les gens en fait passent leur temps devant leur écran, ne se lèvent plus et en fait finissent par travailler beaucoup plus que quand ils vont au bureau. Donc le poste de travail, ça sera un point important au niveau de l'installation matérielle, je vais y revenir juste après. Et pour pallier justement cette sédentarité qui malgré tout est extrêmement présente, il va falloir induire de la mobilité, provoquer des mouvements adaptatifs et faire des mouvements en prévention de l'apparition des problématiques. Et puis un point important qu'on évoque toujours dans le télétravail, c'est l'importance de la qualité du management. Le deuxième risque important du télétravail, c'est l'isolement du travailleur. Et le rôle du manager, justement, c'est de rompre ce risque en provoquant, par exemple, des réunions d'équipe même informelles, ne serait-ce que pour prendre le café, par exemple, de créer aussi un lien régulier, individuel avec les membres de son équipe, et puis de créer toujours une dynamique de travail
avec par exemple la possibilité de créer des tâches, des situations de travail, où les gens vont pouvoir travailler en binôme. Et puis enfin, il y a encore un point important pour le management, sur lequel je terminerai. Il est important aussi que le management prenne en considération qu'il faut forcément adapter les horaires en fonction de l'environnement personnel de chacun et qu'on ne peut pas forcément s'astreindre aux horaires de bureau tels qu'on peut les imaginer habituellement. Okay. Donc on va aborder sur la slide suivante. Oui, Christian ? Oui, excuse-moi. J'aimerais bien j'ai une question à poser, mais je voudrais la poser sous forme de quiz. Donc, vous allez tous répondre, comme la dernière fois, comme sur le quiz de Jean-Bernard. Moi, j'ai une question toute bête. On passe notre vie assis devant un ordinateur et on passe notre vie assis. Donc, pour moi, le quiz, la question, c'est déjà, dans quel but règle-t-on la hauteur d'assise du siège ? Alors, réponse A, pour que les pieds soient à plat au sol. Réponse B, pour régler la position des avant-bras à plat sur le plan de travail, épaules relâchées. Réponse C, pour assurer l'appui du dos sur le dossier. Je vous laisse répondre. Et pendant ce temps-là, nous, on peut bouger, il faut en profiter, quoi, hein. On a du temps disponible. Oui, il faut en profiter, exactement. Exactement, on peut faire quelques exercices. Mais c'est vrai que c'est pas évident de rester assis toute la journée, tout le temps. Et pour beaucoup de personnes, c'est quand même nouveau, hein. Parce que lorsqu'on est au bureau, bon, on a tous des professions. Je veux dire, on bouge, quoi. Tu vas au bureau, tu peux aller boire un café, tu vas discuter avec un collègue, tu vas demander un document, tu vas faire une photocopie. Là, tu es chez toi, tu es pris. Il faut se donner une certaine hygiène de vie au niveau des horaires pour rester dans le cadre du travail. La notion de stress, malgré tout, c'est très bizarre comme sensation parce que cette notion de stress dont tu parlais, elle ne devrait pas exister. Tu es chez toi, tu es tranquille, tu n'as pas de pression. Mais en réalité, tu te la crées toi-même par des conditions de travail qui ne sont pas habituelles. Oui, et on se met la pression, notamment parce que notre travail n'est pas toujours visible. Donc, il y a aussi la relation à l'encadrement qui peut perturber certains salariés, en fait, qui culpabilisent en quelque sorte et qui en font encore plus. Hein. Complètement. Alors, écoute, je vais te donner les réponses et tu vas les commenter comme faisait Jean-Bernard. Donc, la réponse A, alors je répète la question. Dans quel but règle-t-on la hauteur d'assise du siège ? Réponse A, pour que les pieds soient à plat au sol, 27%. Je te laisse commenter. Eh bien, c'est pas pour cette raison-là qu'on va adapter la hauteur du siège, puisque de toute façon, comme au bureau, très souvent et à la maison encore plus, le plan de travail est à hauteur standard. Il va falloir d'abord installer le haut du corps et on compensera effectivement le manque d'appui éventuel des pieds au sol. Parce que si on est petit, en mettant un repose-pied, et si on est grand, on n'aura qu'une solution, ça va être de remonter le plan de travail pour limiter les contraintes. En fait. Donc la bonne réponse, c'était la deuxième. Et on va le voir sur l'image de la slide. C'est effectivement pour avoir du confort des membres supérieurs et pour le relâcher, pour limiter les contraintes sur ces zones-là. Alors, félicitations à tout le monde, puisque 72% ont répondu la bonne réponse B. Voilà, merci. Je te laisse continuer, Pascal, c'était juste une parenthèse. Donc, on peut réafficher la slide. Alors, Jean-Bernard a évoqué justement l'intérêt de l'ergonomie. Par rapport au réglage du poste de travail, on a énormément de recommandations. Hein, c'est très précis. Alors, on n'a pas, bien sûr pas le temps de les aborder aujourd'hui, donc je vais simplement en citer deux qui sont importantes. La gestion du siège, et notamment le réglage de la hauteur du siège, donc qui est choisi pour que l'avant-bras soit à plat à l'horizontale sur le plan de travail, les mains posant sur le clavier, et aussi sur la coudoir si on en dispose, avec une angulation du coude au moins de 90 degrés, donc assez ouverte, et les épaules parfaitement relâchées pour pas induire de tension au niveau cervical et au niveau de la ceinture scapulaire. Au niveau du siège, ce qui est important aussi pour éviter l'enroulement du tronc, c'est d'avoir un dossier qui est plutôt ouvert au-delà de 90 degrés, donc ce qui permet de récupérer l'appui au niveau des courbures du dos, au niveau de la courbure lombaire notamment, et de libérer justement un espace qui est souvent contraint par la position assise, dont on n'a pas encore parlé, c'est toute la masse abdominale en fait. Hein. Et si on est trop contraint à ce niveau-là, avec un angle trop fermé, on va avoir des gènes respiratoires, des problèmes digestifs, et puis aussi des problèmes circulatoires au niveau des membres inférieurs.
Donc voilà les deux points importants qu'on essaye de régler à la maison. Alors à la maison, bien sûr, on n'a pas forcément un siège réglable en hauteur, donc il faudra jouer avec des coussins pour surélever un peu son assise et de la même façon pour récupérer du confort au niveau de la courbure lombaire notamment. Donc un deuxième point intéressant, c'est l'utilisation de l'écran. Alors au bureau, bien sûr, on a des grands écrans, des écrans qui font 21-22 pouces. Donc les règles de réglage, c'est de les placer à une distance d'environ un bras tendu. Et il faut que le haut de l'écran soit à peu près au niveau du regard, au niveau des yeux. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que l'angle physiologique du regard, ce n'est pas de regarder à l'horizontale, mais de regarder avec un angle qui plonge légèrement de 15 à 30 degrés sous l'horizontale, variable d'un individu à l'autre. Donc en utilisant ce consigne de réglage, on récupère un angle confortable pour le regard. Alors, tous ces éléments, ces consignes ergonomiques, bien sûr, il va falloir les appliquer à la maison, mais on ne dispose pas forcément du bon matériel. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, il va falloir chez soi sortir de ces situations où on travaille, où on fait comme on peut, où on entasse ses documents, où on travaille l'ordinateur d'un côté, les documents de l'autre, et toutes ces situations vont engendrer de la fatigue posturale, de la fatigue visuelle, du stress, comme on l'a évoqué précédemment. Donc, l'organisation du poste sera aussi un élément de confort au niveau de la détente psychique pour être en phase, pour organiser et être efficient dans son travail. Donc, il y a différentes situations, bien sûr, en fait. On peut mettre tout de suite la slide suivante en évidence. Donc, la plupart des télétravailleurs ne sont dotés que d'un ordinateur portable. Et malheureusement, l'ordinateur portable n'est pas fait pour travailler toute la journée. Il est dédié à une utilisation nomade ou partielle. Et en plus, le constat que l'on fait, c'est que la taille de ces ordinateurs portables s'est encore réduite. Et beaucoup de travailleurs devant écran ont un ordinateur qui ne fait que 13 pouces de taille d'écran, ce qui est vraiment très contraignant quand on passe la journée dessus. Donc, plusieurs cas de figure. Alors, je commencerai par la bonne installation la plus confortable, celle qui offre le moins de contraintes, celle qui est située sur l'image de droite, où on va avoir un matériel dédié pour travailler à la maison, avec un vrai écran de grande taille, un clavier, une souris. Donc, les recommandations de base, ce seront les mêmes qu'au bureau. Le cas de figure le plus contraignant, ça va être bien sûr l'utilisation de l'ordinateur portable. Et là, on n'aura pas de solution miracle. On pourra toujours jouer en inclinant, comme je le fais, l'écran pour récupérer un bon confort au niveau du regard. On va aussi repousser l'écran sur le bureau pour avoir un appui des avant-bras satisfaisant, les doigts étant sur le clavier. Mais malgré tout, on aura tendance à être enroulé vers l'avant avec un regard et un angle de flexion des cervicales qui sera exagéré. Donc, ça va générer beaucoup de fatigue posturale, accompagnant cette fatigue visuelle et qui va gêner d'abord de l'inconfort, donc des signes d'alerte pour l'utilisateur, et puis éventuellement de la douleur. Donc là, il faudra vraiment compenser en accentuant encore la mobilité, en faisant des étirements, des mouvements qui vont nous libérer, qui vont donner du confort à nos articulations. Et puis, il ne faudra pas hésiter à changer de position. Avec un portable, si on fait juste de la consultation d'écran, on peut se mettre en position haute, poser son écran sur un support plus haut pour varier un petit peu justement ses postures. Et enfin, le troisième cas de figure, qui est le cas de figure intermédiaire le plus souhaitable, je dirais, il faudra au moins que chacun dispose d'un clavier, d'une souris, pour uniquement utiliser l'ordinateur portable comme écran. Et dans ces cas-là, à la maison, on n'a pas forcément un support écran, donc on utilisera des classeurs, des boîtes de rangement pour rehausser l'écran pour récupérer la norme ergonomique qu'on a évoquée tout à l'heure. Voilà, globalement, les trois schémas qu'on va retrouver au niveau de l'organisation du plan de travail. Et ensuite, bien sûr, il va falloir adapter à chaque situation cette organisation et la mobilité qui va en découler. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, quand on travaille devant un écran, il y a une multitude de tâches, on n'est pas toujours rigide, et il y a plein de métiers différents avec des exigences très différentes. Donc, on va voir comment on peut organiser, en plus du poste de travail, la mobilité qui va être nécessaire. On peut passer à la slide. Oui. Excuse-moi, Pascal, j'ai deux auditeurs qui ont deux questions, donc autant en profiter maintenant. Alors, première question qui t'est destinée, pourquoi
ne pas faire du réglage en hauteur par rapport à l'appui du dos? En concernant le quiz sur l'assise, pourquoi pas le réglage de la hauteur par rapport à l'appui du dos? Parce que l'appui du dos est surtout géré par le dossier, en fait, hein, sur un siège informatique classique, il y a des multi-réglages, et on a effectivement notamment une hauteur de dossier qu'on peut régler, ce qui permet de mettre la baume de l'appui lombaire en phase avec notre courbure. On a aussi des dossiers contacts qu'on peut libérer et qui donnent de la mobilité. Et pour avoir un bon dossier contact efficace, on a aussi une manette qui nous permet de régler la tension du ressort, on l'adapter à notre poids de corps, et qui nous permet justement d'avoir un accompagnement quand on va en arrière ou quand on revient en avant. Ok. Donc, voilà, je crois, j'ai aperçu notre question, mais je l'ai zappé. Non, mais je vais te la poser, je l'ai noté. Plutôt que de trouver la bonne position, fatigue musculaire inévitable, etc., pourquoi ne pas valoriser les variations de position en tailleur, allongé sur le ventre, etc., etc. Alors, on peut l'aborder. Alors, déjà, la bonne position, ça n'existe pas. Hein, ça, on en est tous bien conscients maintenant. La position confortable au bureau, c'est toujours la suivante quand on est en position assise, parce que notre corps n'est pas conçu pour rester assis toute la journée. D'où l'importance de la mobilité, de la variabilité. Juste un mot sur justement les positions autres. Travailler sur un ballon, par exemple. Alors, en entreprise, pourquoi c'est difficilement réalisable? Parce que déjà, un ballon, on peut pas régler la hauteur de travail, justement, quand on est au clavier. J'en ai rencontré, moi, quelques-uns en entreprise, hein, des salariés qui avaient des ballons. À l'époque où on avait des grands bureaux spacieux, bien sûr, hein, c'est un peu l'histoire ancienne, tout ça, en fait. Hein. Et le ballon peut être utilisé quand on était au téléphone, quand on faisait de la consultation d'écran, simplement. Contre-indication dans l'entreprise, c'est la sécurité qui prime. Donc le ballon, c'est un risque de chute potentiel et les normes et les réglementations d'entreprise sont extrêmement exigeantes là-dessus. Hein, ça pose problème. Encore une image, après j'enchaînerai. Au journal de 20 heures, on nous présente souvent des gens qui travaillent sur écran en marchant sur un tapis roulant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de concevoir des tableurs Excel, de faire des tableaux dynamiques croisés en marchant sur un tapis roulant, ça me paraît un peu trop complexe. En général, la personne qui monte justement ce tapis roulant et l'exercice professionnel concomitant, c'est en général le PDG qui fait travailler ses salariés assis en fait. Hein. Et là aussi, bon, sans aller plus loin, la restriction des mètres carrés dans les bureaux, les surfaces utiles disponibles et le risque aussi d'accidents potentiels font que ça reste quand même une vue de l'esprit qui n'est pas en phase avec le réel du travail. Il y a bien d'autres choses à faire pour améliorer justement les conditions de travail, même en santé au travail. Au bureau. Pardon. Pascal, il te reste 2 minutes. Il y a une question très ludique. Alors, je vais aller très vite sur la. On va passer à la diapo suivante. On va parler mobilité. Je souhaiterais que tu répondes à la question qui est quand même très intéressante de la part de je ne sais pas qui d'ailleurs, mais alors quid de nos jeunes étudiants qui eux aussi téléétudient. J'en vois parfois certains avachis dans leur lit pour travailler. Merci de ton avis afin de recadrer ces jeunes ou pas. 30 secondes pour répondre. Justement, on peut leur conseiller d'appliquer toutes les recommandations qu'on évoque, en fait. Et la suivante qui est applicable pour tout le monde, c'est la mobilité. Donc, on peut mettre la slide. En fait, toutes les postures qu'on va adapter, les changements donc de position et la mobilité seront intéressantes et intelligentes. Hein, toutes les images que vous voyez là sont pas du tout incongrues. On peut les utiliser quand on télétravaille. Il faut simplement, dans le cadre du travail, recontextualiser la mobilité avec la tâche. C'est-à-dire qu'on aura de temps en temps des tâches où on va être contraint parce qu'on va être au clavier et très concentré. Donc là, c'est l'ergonomie du siège qui va nous aider à diminuer les contraintes. D'autres tâches, par exemple, on va être dans l'écriture, on va revenir plus en avant du bureau et on va pouvoir, comme je le fais en ce moment, bouger un petit peu sur ses appuis au niveau du bassin, basculer un petit peu le bassin d'avant en arrière. Ou alors, on va être plutôt en consultation ou en téléphone. Et là, effectivement, on aura tout le loisir d'utiliser son siège pour bouger. On pourra se lever. On pourra agrémenter la posture en s'étirant un petit peu. On pourra en profiter, bien sûr, pour pousser un petit peu sur ses muscles un petit peu endoloris. Il y aura une variabilité qui sera très importante. Alors, un focus encore sur les télétravailleurs. Il y a beaucoup de cadres dans les gens qui télétravaillent. Ils ont énormément de réunions. Ils en ont encore plus qu'au bureau. Ils en enchaînent des fois 3, 4, 5 dans la journée. Et donc, ils sont en visioconférence. Donc, l'intérêt, c'est de se voir. Mais comme les serveurs des entreprises sont saturés, on leur demande systématiquement de couper leur caméra. Donc, ça a des avantages. Ils ne peuvent pas se voir. Mais par contre, comme ils ne sont pas visibles, ils sont pas exposés au regard des autres. Et ils pourront, dans ces cas-là, avoir des postures qu'on imagine bien. Quand on est en conversation téléphonique, qu'on écoute, on peut très bien se positionner un pied sur le bureau,
on peut se mettre debout pour pouvoir bouger tout en participant à la conversation. Et il y aura donc une multiplicité de possibilités pour créer du mouvement. Je crois que c'est aussi une question d'innovation de la part de tout un chacun pour changer un petit peu ses habitudes, s'adapter à un cadre nouveau et justement limiter les effets délétères de la sédentarité. Et en plus, bien sûr, quand on a des tensions musculaires plus spécifiques qui apparaissent, on a toute une panoplie, bien sûr, de mobilisation, d'étirement qui nous permettent justement de récupérer du confort, de la mobilité, quel que soit l'exercice qu'on va choisir, qu'on va utiliser. On aura une boîte à outils corporelle dans laquelle il faudra aller fouiller, piocher de temps en temps pour justement créer des mouvements très simples qui ne gênent pas l'exécution du travail, bien au contraire, mais qu'on va pouvoir intégrer justement dans toutes les tâches que l'on doit résoudre, car au travail, on a besoin aussi bien sûr d'être efficace. En fait. Et c'est en associant justement ces différents éléments, l'ergonomie, la mobilité, les variations justement dans nos postures de travail qui vont nous permettre d'avoir du confort. On pourrait en dire beaucoup plus, hein, j'étais obligé d'être extrêmement synthétique. Oui. Je dirais que pour terminer, parce que je sais que tu vas me dire qu'il faut que je conclue, en fait, le télétravail, c'est aussi l'occasion d'être acteur de sa santé. On connaît tous la définition de la santé, un état de bien-être bio-psychosocial, mais il y a un corollaire important qu'on oublie souvent, c'est que pour que ça marche, il faut être acteur de sa santé. Et si on prend conscience justement en adaptant ces situations complexes, et si on construit sa santé justement pour que ça soit un moyen pour agir et non pas un but à atteindre, et ben ça permet de développer des capacités d'adaptation et de renforcer ses capacités physiques et psychiques pour faire face à des situations qui sont inhabituelles, inattendues et souvent très contraignantes. Merci Pascal, c'était très très intéressant. Oui, c'est vrai que je t'ai fait un peu accélérer à la fin, je suis désolé, mais… C'est très court, on pourrait passer une journée là-dessus, bien sûr, mais c'est déjà pas mal d'en pouvoir en parler. Je me doute. Ok, donc merci beaucoup, c'est très bien. Merci on arrive à la fin de ce live, et donc je vais laisser à Sébastien le soin de conclure. A priori, on est en live, donc on va attendre que Sébastien et Pascal se reconnectent. Pour les personnes qui sont restées, je suis sincèrement désolé. Bon, c'est problème de connexion, voilà, les aléas de l'informatique, mais bon, on fait avec. Ça va permettre de donner la réponse peut-être à une question qui t'est posée sur le chat. Bien sûr. La réponse, c'était la réponse A, oui. Avec le télésoin, vous avez droit au comité d'entreprise. Je voulais que Sébastien, donc président de la FFMKR, puisse le développer. Donc, je pense qu'il va revenir. Sinon, on le développera différemment. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des interrogations ou si vous voulez continuer à poser des questions, j'ai vu qu'il y avait 2 questions on n'a vraiment pas eu le temps de leur répondre. Et j'en suis désolé. En vous connectant sur les réseaux sociaux, et on va afficher les différents réseaux sociaux, vous pourrez avoir les réponses de ces questions et continuer à chatter, bien entendu. Vous pouvez voir également… Du coup, voilà, attends, juste un truc, puisque tu disais ça, il y avait une question, tu sais, qui demandait une étude qui corroborait le fait qu'il y a une corrélation entre la vision et les cervicalgies. Donc, si cette personne est connectée, donc il y a une belle revue. J'ai une source, donc une belle revue de littérature qui est sortie en 2015, qui s'appelle Computer Vision Syndrome Review. Donc alors je vais égratigner le nom, je suis désolé. Hein. Govrizankaran qui a publié ça. Donc ça s'écrit Govrisankaran. Donc c'est en 2015 et c'est une belle revue de littérature voilà. Bon, je suis vraiment désolé. On a eu un problème, on a eu un bug, on a été déconnecté, donc encore toutes nos excuses. Donc pour conclure, merci à toutes et à tous. J'espère que ce live vous aura intéressé. Merci aux 3 autres speakers. Bon, avant de vous laisser, j'ai vu qu'il y avait quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, avant de vous laisser, si vous avez des interrogations ou si vous souhaitez continuer à poser des questions, vous pouvez vous connecter sur les réseaux sociaux qui sont affichés sur l'écran. Vous les voyez là. N'hésitez pas. Vous pouvez également revoir en replay ce live sur les réseaux de la FFMKR,
de Kiné France Prévention, de Human Femme et de LPG. Et enfin, je vous invite à prendre date pour un nouveau live le jeudi 10 décembre de 13h à 14h. Et le sujet sera la prise en charge du kiné dans les maladies chroniques et le vieillissement. Voilà. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous le 10 décembre de 13h à 14h. Merci beaucoup.